sommes au troisième jour de l'an et l'opportunité nous est encore donnée de reformuler nos vœux, tous nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite, de succès vous accompagnent tout au long de cette année. Bienvenue dans votre émission, deuxième numéro de l'année et c'est avec toujours le même bonheur que nous vous retrouvons et nous espérons qu'ensemble nous allons pouvoir apprendre dans cette émission de ces informations que nous allons vous divulguer de façon très divertissante d'ailleurs avec un public aussi chaleureux que celui que nous avons dans ce studio. C'est pourquoi j'ai envie de dire, c'est midi, Oui, c'est midi, c'est maintenant. C'est pourquoi, avec la complicité du public, nous allons recevoir en ce mardi Alissar Zena. Alissar Zena pour vous, vous pouvez l'accueillir. Recevons tout de suite Méliane Cuny. Et oui, il ne manque que lui, Dr Philo, notre humoriste à maison. Oh, pardonnez. Ah, voilà. Voilà. C'est bon. Ça, quand c'est comme ça, là, c'est pas philo. Vous voyez, je suis en train de travailler. Ça, c'est le travail. C'est mon maître qui m'a donné le travail. Je suis en train de le faire. Je m'appelle Garibou. Garibou Bamba. Garib Bamba. Voilà. Ma marchandise est en train de tomber. Tout ce que j'ai eu aujourd'hui, là. Voilà. Vous ne connaissez pas le Garib? Ah non, voilà, je suis Garib. Puis vous me regardez, on dirait moi, je suis sorcier. Mais c'est pas sorcier. Je suis Garib. Voilà. Je suis en train de travailler, je suis au travail comme ça. Ça va, tout se passe bien, docteur Philo? Ouais, ça va très bien, Caro. Seulement que mon maître m'a donné tellement de tâches à faire aujourd'hui, je n'ai même pas encore fini. Après, je vais aller dans la rue encore, chercher à manger pour lui. Et c'est quoi les différentes tâches? Bon, il faut écrire beaucoup de sons. Bon, c'est en chanson. Ninaga, Aïskouma, et 1000 fois par jour. Bon, et puis il faut le sortir, aller chercher encore, il faut aller chercher à manger, les gens vont piquer de nous. Ça va, je voulais juste vous demander, c'est quoi Garib? Les Garib? Ah, mais vous ne connaissez pas les Garib? Non. Mais c'est nous qui sommes les premiers dans la rue. C'est nous qui sommes les premiers dans la rue. Nous nous promenons partout. Et puis on est très intelligents. Il faut qu'on nous apporte le minimum de considération. Il y a des gens, quand on va vers eux, ils tapent notre boîte. C'est pas du tout gentil. Hein. C'est pas gentil. Il faut qu'on nous respecte. Nous sommes les premiers. Et puis nous sommes très intelligents. D'accord. C'est tapant, mais nous, non, tapant, c'est tape. Merci beaucoup, docteur Philo. Et justement, parlant d'intelligence, on y aspire tous. On rêve d'ailleurs d'avoir des enfants très intelligents. On y met tous les moyens pour leur éducation, pour leur épanouissement et pour leurs études. Mais ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours forcément de bons résultats. Mais il y a des parents, on va dire, qui sont très chanceux, qui ont des enfants hyper intelligents, qui leur donnent satisfaction à la fin de l'année, qui ont de brillants résultats. C'est bien le cas de notre invitée témoin du jour. Elle est brillante, elle est intelligente. Vous aurez l'occasion de la connaître, de la rencontrer. Et voilà, c'est un cerveau, j'ai envie de le dire. J'ai toujours été première de ma classe de la 6e à la terminale. C'est le thème du jour, thème décortiqué, décrypté tout de suite par notre humoriste maison, Dr Philo. C'est parti. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'intelligence, c'est dans la tête, c'est le cerveau. Même nous, les Garibes, avec notre... c'est différent de vos stylos. Nous, avec ça, on est très, très intelligents. Je veux dire que moi-même, je suis allé à l'école aussi. Je suis allé à l'école au Madrasa. J'ai fait groupe Madrasa 2 de Pobre 2. J'ai été même orienté à l'université en Zoussa de Dakar, au Sénégal. C'est de l'humour ou c'est la vérité? J'ai fait... Où je vais enlever tout ça là? Si j'ai pas enlevé tout ça. Donc j'ai fréquenté, j'ai fait tout ça. Parce que finalement, enfin, on est souvent Non, perdu, on ne sait pas à quel moment vous dites la vérité. Ouais, pas tout, mais quand même, j'ai fréquenté, j'étais toujours premier aussi. Moi, c'est du CPM même jusqu'à tout. J'ai fréquenté, je suis... Voilà. Le premier de quelle catégorie? Pardon? Premier de quelle catégorie, s'il vous plaît? Le premier peut-être des derniers. C'est ça, justement. C'est à ça que je pensais. Bon, je ne sais pas trop, mais ce que je suis, ma maîtresse m'encourageait, me disait, les cours commencent à 8h, à 6h, moi, je suis premier en classe.
Je suis le premier. Ah, j'arrive le premier. d'accord. Voilà, pour moi, Ok. c'est- On a compris. Mais je veux dire que Tout est clair. être premier de la classe, ça se passe dans la tête, c'est le cerveau. Vous savez, quand les bébés naissent, moi je pense que l'intelligence de l'homme même, ça dépend de l'environnement. L'environnement dans lequel, surtout tous les bébés, quand ils viennent au monde, sont dotés d'un cerveau. Tout le monde a un cerveau. Le cerveau, il est malléable. On peut le manipuler, tout ça. Le cerveau, c'est pas l'enfant. Tous ceux qui vont vers l'enfant les accepte parce que le cerveau est ouvert à un moment donné. Tout ce qui vient, quand ça devient dur, on ne peut plus rien mettre dans sa tête. On dit cet enfant-là, sa tête est dure. Et donc, c'est comme ça. Donc, l'enfant, il a un cerveau. Il faut éviter. Il faut entretenir le cerveau. Il faut éviter de faire peur aux enfants. Quand l'enfant, dès son bas âge, vous prenez le voisin pour venir effrayer l'enfant parce qu'il ne va pas à l'école. Lui aussi, il vient, gagamou, matin, mais il vient, il dit, l'enfant, là, il n'est pas à l'école, vous l'effrayez. L'enfant, ça agit sur son intelligence. Voilà, ça traumatise l'enfant. Et il faut améliorer, il faut varier l'alimentation de l'enfant. Il faut varier l'enfant. Aujourd'hui, il faut lui donner ça pour qu'il aille à l'école. Éviter que les enfants soient eux-mêmes autoritaires. Tu vois des enfants dans les grandes familles ou autres, la famille aisée, l'enfant dit, papa, si tu n'augmentes pas mon argent de poche, je vais être dernier cette année. C'est vous qui l'avez mis au monde ou c'est lui qui vous a mis au monde. Varier l'alimentation de l'enfant, il ne faut pas toujours donner une rouge à l'enfant. Merci. Si tu donnes une rouge à l'enfant, c'est le big rouge qui s'est fait, il va toujours avoir 0,0. Merci. Donc il faut... Merci beaucoup. C'est très important, ouais. Et c'était selon docteur Philo. Étiez-vous un bon élève à l'école? Je n'ose pas poser cette question autour de cette table. Bon. Oh, mais si, on était de bons élèves. Oui, de attendez. très bons Moi, élèves. très Alisa? très bien à l'école. Oui, bien. Voilà. Oui, j'avoue. Vous étiez de bons élèves à l'école? Ah Et quand est-ce que vous allez me ramener vos bulletins? Très bientôt, hein. Mais pourquoi très bien? Demain, non? Demain, c'est bon? D'accord, on écoute donc les réactions dans ce micro-trottoir. J'étais un bon élève à l'école. Bon, je viens d'avoir le bac, il y a le CEP, le BPC et le bac. Et c'est maintenant que je commence l'université. Je suis maintenant étudiant. J'étais un élève moyen, je me débrouillais pas mal. Mais peut-être que je n'ai pas eu la chance d'aller loin à l'école. Voilà, bon, faute de moyens des parents. Bon, on s'est senti obligé d'abréger et puis voilà, de se lancer dans la vie active, soit avoir un métier et puis voilà, se défendre dans la vie, quoi. J'étais bonne élève à l'école en ce sens que j'étais toute présente en classe, je suivais les cours régulièrement et j'avais de bonnes notes. J'ai été bon élève, voilà. Cela se justifie par le fait que j'ai été premier en classe de 3e et j'ai couronné mon cycle secondaire par le bac. Je confirme que j'ai été premier de ma classe, tout simplement. Oui, j'étais un bon élève à l'école parce que bon, j'ai réussi à faire un parcours scolaire, on peut dire sans faute. Bon, pour le moment, actuellement, je suis au cycle supérieur. Donc, je peux dire que j'ai fait un parcours scolaire sans faute. J'ai été une fois premier de classe. Lorsque j'ai repris la classe de 3e, bon, moi, je me suis donné à fond et tout allait bien maintenant. J'ai été premier de classe, j'ai été même le major de mon école. Et voilà, j'ai toujours été première de ma classe de la 6e à la terminale et elle est aujourd'hui étudiante en maîtrise S Sciences de gestion, spécialisation marketing à HEC Montréal. Notre invitée du jour se nomme Ekwa José Maria Danho. Je vous demande de vous lever pour l'applaudir. Et oui, notre héroïne du jour se nomme Ekwa José Maria Danho. Bienvenue sur notre plateau. On est tellement content de vous recevoir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, et les téléspectateurs sauront pourquoi je suis particulièrement si heureuse ce matin de vous avoir sur ce plateau. Alors du CP1 au CM2, on va dire que vous étiez toujours parmi les 3 premiers de la classe. Et de la 6e à la 3e, toujours première. Et là, vos parents décident de vous emmener à Montréal, au Canada, pour poursuivre les études. Et vous êtes orienté en classe de seconde. Dites-nous, comment ça va se passer? Est-ce que, les difficultés liées à l'adaptation, à l'intégration vont influencer votre rang de première ou pas? Déjà, bienvenue. Merci, merci beaucoup, merci à tous. Je suis très heureuse, c'est un plaisir partagé. Et oui, concernant le passage au Canada, j'avoue que
c'était pas évident. Tu arrives et tu te rends compte qu'il faut t'adapter, c'est pas la même chose. Mais je pense que ça a influencé mon parcours, mais pas négativement. Ça m'a boosté davantage parce que j'ai compris qu'il fallait que je prouve encore davantage que l'excellence, lorsqu'on la veut, on peut l'acquérir. Et il faut montrer aussi qu'on est à l'étranger que c'est pas parce qu'on est noir, qu'on vient d'Afrique, qu'on peut pas être excellent et qu'on peut pas être les meilleurs dans ce qu'on fait. Mais c'est quoi les stratégies que vous avez mises en place? Puisque le système éducatif, le système scolaire, il est quand même un peu différent du nôtre. Donc forcément, vous êtes confronté à d'autres réalités. Et quand je parle de réalité, je vais même parler de réalités liées au changement de climat, à un nouvel environnement que vous rencontrez, aussi au système éducatif. Alors, vous travaillez comment pour y arriver, pour garder, enfin, si oui, votre rang de première? Alors, franchement, je me donnais à fond. Lorsque je rentrais à la maison, c'était vraiment un travail d'arrache-pied. Aussi, il faut dire que ma mère aussi travaillait, elle étudiait aussi en même temps que nous. Donc, tu n'avais pas le choix. Qu'est-ce qu'elle étudiait, maman? La bioéthique. Ah, elle est avec nous dans ce studio. Bonjour, maman. Merci d'être venue la soutenir. Oui. Et puis aussi, il fallait avoir l'humilité de demander. Comme souvent, quand on a l'impression qu'on sait beaucoup de choses, qu'on a eu de bonnes notes, on a tendance à vouloir rester dans sa bulle et se dire « Ah non, c'est pas moi quand même, je ne vais pas aller demander. Et pourtant, il le faut. Il faut cette humilité-là d'aller demander « D'accord, monsieur, j'ai pas trop bien compris. » Et ça aide parce qu'au final, on se retrouve grandi. Donc, si vous avez des obstacles, n'ayez pas peur d'aller demander aux gens et de pouvoir ensuite en sortir grandi. Et ça vous a aidé? Oui, définitivement. Et aussi, il ne faut pas oublier Dieu qui est toujours là, présent, et c'est lui qui permet de pouvoir y arriver. Et ça vous aide jusqu'au point où, en classe de première, vous êtes meilleur élève en première dans toute l'école? Oui, pour les ES. Meilleur élève? Oui. 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 C'est quand même impressionnant. Merci. Je veux dire, c'est vrai que vous êtes habitué quand même à ce rang, mais avec tout ce qu'on a cité qui pourrait être des obstacles, on va dire, à votre rang, à ce que vous savez être dans votre vie, être première, ça pouvait être quand même un frein. Mais vous avez travaillé, vous avez cru en vous et vous avez conservé ce rang jusqu'au point où vous avez fait plus que ceux-mêmes qui étaient habitués à ce climat, qui étaient habitués à ce système éducatif. Et ça a été quoi la réaction des parents? La joie. Dois-je poser cette question? La joie, vraiment. Tout le monde était très heureux et moi aussi d'ailleurs parce que c'est une grâce, c'est pas parce que tu as l'habitude d'être premier que tu penses que c'est quelque chose d'acquis. Voilà. C'est ça. Et surtout quand tu te dis c'est à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui sont habitués et ils sont là, tu viens sur leur territoire et pouvoir te démarquer, c'est une grâce. Et c'est quoi leur réaction? Comment est-ce qu'ils voyaient cela? Est-ce qu'ils étaient fiers de vous ou est-ce qu'on disait qu'est-ce qu'elle croit cette nègre? Personnellement, je ne sais pas trop ce qu'ils pensaient, mais je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que quand je suis arrivée, on avait la responsable, un peu l'éducatrice là, de tout le lycée, et elle nous disait donc que ici, c'est pas comme en Côte d'Ivoire. Donc dès le début, elle a dit ok. Les gens vraiment ne pensaient pas que ça va être comme à Abidjan, tu as eu cette chance. Et ça m'a fait quelque chose. Franchement, je me suis dit, rien que parce qu'elle a dit ça, il faut lui montrer vraiment qu'on est là et puis on ne va pas s'amuser, on va donner le meilleur de nous. Donc, c'était vraiment une impulsion et de se dire, voilà, elle saura, à la fin de l'année, elle saura qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment on est dans l'excellence. Et elle était très heureuse aussi à la fin de voir comment, avec mon frère aussi, on a pu bien s'en sortir. Et au bac, avec la mention très bien, elle était très heureuse. Au bac avec la mention très bien. Docteur Silo. Oui, moi je suis impressionné par votre... vous êtes votre première U au lycée de Gris. Oh là là. Oui, c'est une première U qui n'est pas d'une première instance parce qu'elle est constamment première. Je lui dis, vous avez grandi dans quel environnement? Je veux savoir, quel environnement? Parce que je lui dis, quand je vois, mais est-ce que vous avez fait la coiffure, tout ça là? Parce que généralement, nous assistons aussi dans les lycées, les jeunes filles, non seulement vous allez étudier, c'est pour mettre dans la tête, vous avez des problèmes de maison, ça aide dans la tête.
tout ça là encore, pour une note, ça est dans la tête, vous allez prendre une messe encore pour camoufler tout ça. Ça fait que vous ne pouvez pas être Vous avez grandi dans quel environnement? Dans un environnement familial avec les parents. Et les parents qui étaient très ouverts aussi, donc j'étais pas non plus enfermée à la maison et on me privait de sortie, non, non, non. Les parents nous laissaient quand même le libre arbitre et au final c'était une décision personnelle de savoir aligner ses priorités, de se dire ok, c'est pas parce que tout le monde sort aujourd'hui que moi aussi je vais sortir, il y a quand même, je sais pourquoi je suis venue et il faut que je rende fière aussi mes parents. Vous savez, quand je vous entends parler, parce que moi je sais votre âge, je sais que vous avez 22 ans, alors je me dis, est-ce que cette jeune fille qui s'exprime, qui a de la suite dans les idées, qui est brillante, intelligente, est-ce qu'elle a eu une enfance? Ben oui, j'ai eu une enfance. J'ai eu une enfance quand même joyeuse aussi. Et je pense que c'est cette part d'enfant qui est en moi qui me permet de continuer de rêver. Parce que j'ai une enfance où je passais mon temps à rêver, que ce soit pour les poupées, les mangas, etc. Et c'est ça qu'on appelle l'enfant gâté là. C'est ça, c'est l'enfant gâté. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Je rêvais beaucoup et c'est ces rêves d'enfant-là qui font de moi cette jeune femme que je suis aujourd'hui. Parce que je continue de rêver et puis ces rêves-là, j'essaie de leur donner une vie. Méliane? Moi, j'aimerais bien savoir quel est votre secret, votre source de motivation? Alors, c'est Dieu, la première source de motivation, sincèrement, parce que tout est grâce dans ma vie et sans Dieu, je pense que je ne serais pas arrivée. Moi, je suis quand même un peu étonnée de vous entendre parler de Dieu. Ça fait plusieurs années, je crois 8 ans maintenant que vous vivez au Canada, on va dire dans un pays un peu hostile à tout ce qui est religion. Je veux dire, ils ne sont pas très à cheval sur ce genre de choses. Hein. Mais comment est-ce que vous êtes parvenu à conserver cette valeur qui vous a forcément été communiquée, soit par vos parents ou par votre environnement ici en Côte d'Ivoire? Oui, définitivement, les parents déjà, ma mère qui est très pieuse, donc on est déjà dans un cadre familial qui dresse le portrait. Mais au-delà de ça aussi, je pense que ce qu'on vit, nos épreuves, nos expériences aussi, te montrent au final que c'est Dieu ou Dieu en fait qui t'aide dans la vie. Et personnellement, moi, mon adolescence n'a pas toujours été facile. Hein. J'ai eu des petits tacles des gens parce que voilà, quand tu es premier, souvent tu veux pas toujours... C'est ça, tu veux pas toujours donner les notes aux autres, tu n'as pas envie. Puis là, on te dit, ah, tu es méchante avec ta tête là, regarde comment tu es. Donc c'est ça. Je vais vous demander, comment est-ce que vos amis vous percevaient au fait? L'entourage, vos amis, ils se plaignaient, comme vous venez de le dire. Oui, c'est ça, il y avait des plaintes et du coup des messes basses dans le dos, des remarques. C'était pas toujours gentil, mais au final, c'est ça qui te forge. Hein, donc, vous cachez vos notes comme ça. C'est ce que je veux. Quand ils font des voix, les femmes comme ça. Vous étiez comme ça? Bon, je ne tolérais pas la triche, mais moi aussi, j'aidais mes amis, c'est-à-dire comment on devait réviser. Si vous voulez qu'on révise ensemble, on va réviser ensemble, mais après, quand ça devenait... Ils parlent tous comme ça, hein. Ils parlent tous comme ça. Étudier ensemble, moi, je ne te montre pas. Il faut aussi souligner qu'en plus de tout cela, en tout cas, son CV est quand même très riche. On va dire ses prix et distinctions académiques, je vais citer entre autres nominations élèves de l'année, ça on l'a dit, bourse d'excellence Braver International en automne 2012, HEC toujours à Montréal, bourse d'admission, bourse fonds de recherche médias et divertissement, également une des cofondatrices du comité étudiant HEC Culture, lauréate 2016 du Recopac lors de l'histoire du mois des Noirs, la gagnante du concours de l'entrepreneuriat féminin Miss Black, Inspiration Canada 2016. Ça fait quand même beaucoup tout ça, j'ai même pas fini. Récipiendaire d'un prix de distinction de la Ligue des Africains du Canada. Je suis un peu étourdie par ce parcours. Et je veux dire, est-ce que vous avez une explication à cela? Vous n'êtes pas juste concentré sur vos études, vous n'êtes pas focus sur vos études, vous avez une vie associative et vous arrivez aussi à vous épanouir en dehors des études. Comment est-ce que vous vous faites?
Mais je dirais, encore une fois, lorsque tu mets Dieu au centre de ta vie, tu as une discipline en fait qui est sous-jacente. Et en tant que jeune, je pense que c'est important d'avoir une discipline dans ce qu'on fait. Parce que si on n'est pas discipliné, on part dans tous les sens. Et si on part dans tous les sens, on se perd. Comme il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a aucun vent favorable pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, dans ce sens-là, il faut avoir la discipline, il faut avoir la persévérance aussi, l'abnégation, parce que souvent, on a besoin de faire certains sacrifices. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as envie de sortir, mais quand tu penses à tout ce que tu as à faire, tu te dis, OK, je vais rester à la maison, faire ce que j'ai à faire, et puis voilà. Donc, je pense que c'est une symbiose de tout ça qui permet d'avoir un équilibre. Ben, je suis sûre que les téléspectateurs qui vous regardent, en particulier les jeunes, qui disent « Ah, vraiment, si je pouvais être à la place de cette jeune fille » ou peut-être des adultes qui ont des regrets, qui se disent « Ah, si j'avais compris très tôt le sens de prendre conscience de son travail, tout et tout, je pense que beaucoup de choses auraient changé. » Mais en même temps, moi, je commence à lire votre livre parce que vous êtes auteur de l'œuvre « À l'encre de la passion ». À travers cette rencontre inopinée, ce sont vos mots, mais ô combien salvatrice, le Seigneur a fait de l'écriture un lieu de catharsis, un exutoire qui était au départ teinté de douleur et de souffrance, mais qui, à mesure du temps, a pris les couleurs de la passion, du rêve, de l'espoir et de la foi. Quand je vois le mot catharsis, je dis catharsis dans quel sens? Dans le sens de purification ou dans le sens de thérapie? Parce que si on se retrouve dans le sens de la thérapie, je pense qu'il y a problème. Est-ce qu'au-delà de cet apparat de personnes intelligentes, consciencieuses, il n'y a pas une douleur profonde qui est exprimée ou inexprimée? Définitivement. Donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est vraiment dans le sens de la thérapie. Et bon, voilà, je ne me sentais pas toujours comprise, hein, sincèrement. Je me sentais pas... Par qui? Par vos mon parents, entourage, par mon entourage de manière générale, enfin, par mes amis surtout, parce que quand tu vas à l'école, tu es moins à la maison, donc tu vois moins tes parents, mais c'était plus dans l'environnement social dans lequel j'étais. Je ne me sentais pas toujours comprise et en plus, je pense que le regard des autres pesait un peu trop sur moi. Je me disais à chaque fois, tel va penser ça de moi, tel va penser ci. Et le regard des autres devenait tellement pesant qu'il n'y avait que mes mots finalement qui me comprenaient. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Et c'était là mon lieu où je pouvais vraiment me retrouver. Et à la longue, vous avez commencé à écrire à quel âge? À 15 ans. À partir de 15 ans, je me suis vraiment donnée... Je pense qu'on a quand même un quotient intellectuel. Hein. Franchement, c'est le lieu de le dire. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à l'émission, mais le producteur gagnerait à vous contacter. Voilà. Oui, Méliane? Moi, j'aimerais juste vous demander un mot à l'endroit de toutes ces jeunes filles qui rêvent de faire comme vous. D'accord, mais ça, non, logiquement, ça, c'est la fin. Moi, parce qu'en fait, c'est la conclusion. Une motivation. Oui, moi, je vais vous demander, parce qu'elle a parlé de Dieu, hein, sincèrement. Parce que moi, je dis, nous tous, on a la foi à Dieu. Moi, j'ai regardé des gens, ils étaient toujours, dans cette histoire de Dieu, là, ils avaient toujours deux. C'est vrai qu'il y a un secret. Mais en même temps, vous demandez, premier, vous ne dites pas, c'est Dieu. Est-ce que vous pensez à votre chute? Est-ce que vous ne vous dites pas quelque part que c'est une bombe à retardement? Vous vous montez, et puis un jour, boum, est-ce que vous pensez à ça? Je mets dans la peau de l'homme de la rue, du pessimiste. Ah, la manière, tu as très fait monter la fille. Est-ce qu'il ne va pas la faire de ça? Est-ce que vous les gens, c'est ça, les gens disent envie de. C'est le premier, un jour, dernier jour. Est-ce que vous préparez votre chute? Elle saura trouver une réponse à la question du docteur Philo. Mais je pense que justement, quand tu t'accroches à Dieu, tu ne te reposes pas sur tes lauriers. Oui, il y a Dieu qui est là, mais toi aussi, tu dois faire ta part. Et tant et si bien que tu fais ta part, je pense que le Seigneur va te préserver de la chute. Et tant et si bien que tu sais que même si tu crois en Dieu, derrière toi, tu vas bosser, tu vas vraiment te donner, tu vas essayer de sortir en fait la meilleure version de toi, ce héros-là qui est dedans. Et ben, je pense que le héros, Superman, on l'a jamais vu tomber comme ça. Donc, tu vas garder en fait les belle image en tout cas, très belle image. Superman, on l'a jamais vu tomber comme ça. Et peut-être même qu'il tombe parfois, mais il ne tombe pas en présence des gens. Et peut-être qu'il se relève aussitôt qu'il tombe. Alors, vous écrivez aussi, il était une fois les héros du quotidien. Justement, vous parliez de héros. C'est un projet dont le lancement a eu lieu, la gare des idées.
Plus d'informations avec vous, c'est maintenant. Oui, la gare des idées, c'est mon projet que j'ai soumis à Miss Black Inspiration Canada. Et c'est le projet, par la grâce de Dieu, qui a séduit en fait les jurys qui étaient présents. Et en soi, c'est de faire un incubateur de projets pour les jeunes qui sont issus des milieux défavorisés. Ce que j'estime... C'est destiné donc à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire plus Oui, précisément. à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. C'est là que nous allons commencer. On va commencer même avec les jeunes de Koumassi, du quartier d'Ivo, parce qu'on estime que, enfin, j'estime personnellement que c'est important de réveiller ce héros-là qui sommeille chez ces jeunes. Ils sont talentueux, ils ont beaucoup de choses et c'est dommage que... Mais justement, j'allais vous demander le constat que vous avez fait lorsque vous avez été au contact de ces jeunes-là. Franchement, j'étais émerveillée parce que je me suis dit, waouh, tu rentres dans un quartier où limite les taxis ne veulent pas rentrer et tu vois derrière qu'il y a des perles en fait. Tu te rends compte que c'est un quartier qui a tellement de trésors, mais ces trésors-là, il faut juste faire comme un gold digger et aller vraiment... aller chercher, creuser et faire sortir l'or qui se cache chez les jeunes. Et ils n'attendent que ça en fait. Ils n'attendent que ça parce qu'il y a un héros en eux et j'aimerais... Donc voilà, le faire ressortir et qu'ils puissent s'assumer et qu'eux aussi puissent marquer leur nom dans la Côte d'Ivoire et qu'on puisse dire, ok, ces jeunes-là, ils pensent à leur pays et ils vont faire la différence pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Mais justement, est-ce que l'approche est facile? Est-ce que vous arrivez facilement à les convaincre? C'est vrai que vous êtes aussi jeune. Mais quel genre de message vous leur apportez? Ils se diront forcément peut-être que vous venez d'un autre milieu, donc les choses peuvent paraître aussi faciles et vous n'étudiez même pas ici, vous étudiez au Canada, donc vous n'êtes pas forcément imprégné de nos réalités. Ici, c'est dur, même quand on a des diplômes, c'est difficile de travailler. On a des personnes qui sont titulaires de maîtrise et qui gèrent des cabines, donc ils vous diront non, le bled, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous leur apportez comme réflexion ou comme information pour changer leur mentalité? Je dis tout simplement que le milieu social, d'où on vient, ce n'est pas un facteur. Rien n'est un facteur et il n'y a pas de déterminisme en fait. Oui, peut-être je vis au Canada, j'ai étudié au Canada, mais ça ne veut rien dire en fait. Le seul facteur, c'est vous et Dieu. Et tant et si bien que vous mettez dans la tête que vous avez du potentiel et que vous croyez en vous, vous pourrez l'assumer et pouvoir déplacer toutes les montagnes. Comme un aigle en fait. Peu importe les vents contraires qui viennent vers vous, vous dites ok, je vais voler, je vais voler. Et ces vents contraires-là vont être la source de toute chose. Et il y a un jeune Sud-Africain... Ça peut être des sources de motivation. Exactement. Il y a un jeune Sud-Africain qui a émergé vraiment de manière extraordinaire. Et il a dit dans son entrevue que c'est la pauvreté qui a fait de lui le millionnaire qu'il est aujourd'hui. Wow. Et donc c'est pour dire que tout simplement, ce qui peut sembler être un désavantage peut devenir une perle et une source de motivation. Wow, wow. Et ce que vous venez de nous dire va nous servir de conclusion. Vous avez tout dit. Vous avez parlé à la jeunesse, vous avez parlé aux Ivoiriens, vous avez parlé aux Africains. Le plus important, c'est de pouvoir croire. Enfin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Dieu, je ne sais pas. Chacun est libre d'avoir sa croyance, mais de se dire que nos facteurs de faiblesse peuvent être des forces pour nous. L'Afrique, être africain, ce n'est pas une fatalité. Merci infiniment d'être venu nous enrichir. Je suis très heureuse que vous soyez la première invitée témoin de cette émission de l'année 2017. En tout cas, tous nos vœux vous accompagnent. Vous repartez seulement le 4. Je ne sais pas si les autorités du pays vont pouvoir vous recevoir, mais vu que vous êtes régulière ici, vous venez tout le temps pendant les vacances, voilà, vous méritez autre chose. Vous méritez bien plus que ce plateau, bien qu'il soit quand même, on va dire, une plateforme idéale pour faire valoir ce genre de talent, d'intelligence que vous êtes. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage éloquent et brillant. Merci infiniment. N'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, à nous appeler au 22 01 00 00 pour faire comme Ekwa José Maria d'en haut. Venez partager votre expérience ou votre témoignage avec nous. C'est donc la fin de cette première partie. On a un invité surprise qui est dans les coulisses. Peut-être qu'une partie de la population le reconnaîtra, peut-être ou pas. Le chapeau, ça vous dit? Les bretelles, peut-être? Ah,
Il a marqué son temps en tout cas. Il était absent du pays, mais il est de retour. On le retrouvera dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour l'heure, voici la pub. À tout de suite. La vie nous façonne et nos décisions l'influencent. Pour inspirer votre année, nous vous souhaitons une santé solide. Comme ça. Vos diplômes dans la poche. Des contrats bien ficelés. Une famille plus grande. Et de l'amour avec un grand A. Pour vous. 2017 s'annonce riche en surprises. Brillez, avancez, profitez. Move, no limit. Moi, c'est Candia. Je vous présente Yannick, la star de la maison. Il boit Candia à la bouteille, c'est plus simple. Dans le lait Candia, il y a plus que du calcium. Il y a aussi de la joie de vivre. Moi, c'est Candia. Prix d'achat conseillé, 550 francs. Un bouton, ce n'est jamais une bonne surprise, surtout au moment où il faut être la plus belle. Le cacher, c'est toujours compliqué. Les astuces de grand-mère, pas vraiment efficaces. Ne jamais casser un bouton avec les doigts. Pharmaderm SOS, c'est la solution anti-bouton. Sa composition assure une action hyper efficace. Retrouvez la peau que vous aimez avec Pharmaderm SOS. Et oui, on est de retour sur le plateau de ce midi, je l'annonçais. Nous avons avec nous sur ce plateau, il fera donc son entrée, un chanteur. Il est artiste, chanteur, porte-parole de la culture. Il est musicien et son genre musical, c'est le Goli. Écoutez ceci. Assis Congo, ça vous fait penser à qui? John Jongos. John Jongos est avec nous. Hey! Merci beaucoup. Hey! Merci beaucoup pour ce show. Alors, ça vous a quand même manqué, hein? Beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Bonne année à vous aussi. Bonne année. Installez-vous, s'il vous plaît. Oui, John Jongos. En tout cas, on est heureux et fiers de vous avoir sur le plateau. Oui, c'est vrai, parce que c'était ça son truc. Hein. Première, deuxième saison. Voilà, ça prouve que vous suivez l'émission de très près. Très bien. Même si vous n'êtes pas au pays, vous n'êtes pas constant au pays. Ça fait 16 ans quand même. 16 ans que vous êtes parti. Qu'est-ce qui justifie cette longue absence? Bon, d'abord, il faut dire que, pour tout commencer, je souhaite une bonne et heureuse année pour toute la Côte d'Ivoire. Et il faut dire que l'an 2016 a été une année noire pour les artistes ivoiriens. Ça, c'est clair. Face à cela, il y a lieu d'être triste, mais ainsi va la vie. Je profite de ce beau plateau pour souhaiter beaucoup de bonnes choses aux Ivoiriens et surtout la paix paisible. La paix paisible. Yes. La paix paisible. Merci beaucoup. Alors, après 16 ans, vous revenez. Quelles sont les raisons qui vous ramènent chez vous? D'abord, je voulais faire une surprise aux fans et fans, mais malheureusement, la mort a encore frappé à la porte, à ma porte. Là, j'ai perdu la surprise était prévue pour quand? Pour le mois de mars. Ah d'accord, mars 2017. 2017, effectivement. Mais bon, ça fait que ça a anticipé un peu mon arrivée ici. Je suis arrivé il y a 2 semaines maintenant. Vous avez perdu quelqu'un de cher? Mon grand frère, oui. Mon grand frère. Vraiment, nous sommes désolés. Hein. Non, c'est pas grave. Merci, voilà, vie. Oui. Merci. On va le soutenir, public. Merci. C'est toujours difficile de perdre un être très cher. Ouais, très alors, difficile. donc vous revenez alors en mars pour vos fans? Oui, je reviens en mars parce que
La grande sortie officielle, ça va être pour mars, la sortie de mon album. D'accord. Mais là où je suis arrivé avec un single pour quand même annoncer mon arrivée en mars. Ouais. Méliane, j'aimerais savoir, qu'en est-il de l'arc musical? Oui, l'arc musical, c'est ce qui symbolise même l'artiste John Jongos. Mais en fait, comme je n'étais pas venu pour une prestation, l'arc et mes herbes, je les ai laissés dans la gouttière. Ok. Sinon, mon instrument existe toujours. Vous jouez toujours? Je joue à cet instrument, c'est ça, John Jongos. J'ai pensé que vous allez dire je les ai laissés dans la piscine. Non. Parce que moi, c'est le souvenir. C'est le dernier souvenir que je garde de vous. Et je pense que c'était peut-être à Afrique Étoile. Hein. C'était Afrique Étoile, John Jongos, il gâte le coin comme il sait si bien le faire et puis après il plonge dans la piscine. Mais on ne s'y attendait pas. Non, non, mais c'était quand même le coup. Il fallait exploiter, oui, c'est cela. Et il fallait exploiter l'espace scénique. C'est cela. Bon, moi, j'ai fini ma prestation, je vois personne qui vient me présenter. Alors, je dis à l'assistance comme ça, est-ce que vous pouvez applaudir? J'ai dit, bon. Massi Domingo, tu vas me présenter, poser des questions comme vous le faites actuellement. Mais elle n'est pas venue. Bon, il faut combler le vide. J'ai plongé dans la piscine. Je n'ai pas plongé. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est-à-dire beaucoup n'ont même pas vu l'émission. Hein. Mais de bouche à oreille, John Jongos à la Dakar, il est tombé. Moi, il ne sait pas nager. Il ne faut pas confondre l'ispotique et l'espotique. Moi, j'ai pris l'escalier de la piscine. Je tenais ça, il faisait froid à Dakar. Pourquoi les gens mentent comme ça? Non, moi, bonsoir, vous avez bien fait de poser cette question. Mais on l'a vu dans la piscine en tout cas. Je suis en Côte d'Ivoire. Très respectueusement, je vais demander au frère Dira Issouf de remontrer ce film-là. Parce que beaucoup n'ont pas vu de bouche à oreille. Ça interprète. Moi, je ne connais pas la piscine. Mais moi, je crois que c'est pas mauvais. Hein, parce que quand non, ça a créé, ça m'a propulsé. Oui, ça a créé un Corée buzz. Du Nord, oui, ça fait un buzz. Même jusqu'en Corée du Nord, les petits Ivoiriens qui sont là-bas. Ah, il ressemble à celui qui a plongé dans la piscine. Non, mais quelque part. Et pourtant, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais déjà que la nouvelle a traversé le monde. À oreille, mais vous ne pouvez pas comprendre, ça a été une promotion danse. Hein. Oui. Oui, mais moi, j'assume. Oui. Mais quand même, c'est la manière d'interpréter la chose qui souvent fâche un peu. Voilà, sinon c'est bon. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et puis, on embrasse votre épouse, hein? Pardon? Ah oui. Ouais, Coco Brown, je sais que tu me vois de loin, tu adores cette émission. Et je te salue, je donne ton salut à celle que tu aimes très bien. Et à celui que tu aimes très bien, Azena, on adore ça aussi. Et ma soeur, Guini. Alors, Coco, dis-moi quelque chose. Elle vous salue. Oui. Mais elle a aussi dit qu'elle vous aimait. Hein? Elle a dit ça, moi j'ai entendu. Voilà, j'ai entendu dans l'oreillette. Merci beaucoup. John Jongos, qu'on va applaudir très fort. Merci d'être passé sur notre plateau. Et bon retour, hein. On vous attend en mars. Oui, je reviendrai très prochainement. Avec le prochain album, Yassoua, Jasso, garçon, lève-toi. Jasso. Merci. Et voilà, souvenir, ça nous a fait vraiment chaud au cœur de retrouver John Jongos. Et voilà, c'est un artiste talentueux et ivoirien. Parlant d'artistes, parlant de leur vie, des potins, il va falloir qu'on s'adresse à Alyssa Zena. Je ne sais pas si elle a des informations sur John Jongos. Bon, Alyssa, il va falloir les écarter comme on l'a déjà reçu pour les buzz. On laisse tomber. Et puis, on va te retrouver pour d'autres infos avec hashtag Affairage. Caroline, la semaine dernière, je parlais de notre frère à Bobolé qui était dans un état très critique. Je précise que là, il est rentré à la maison, enfin il est à la maison parce qu'on ne pouvait pas payer les soins, les frais d'hôpital et tout, donc il est rentré à la maison. Nous avons des artistes qui ont fait des dons encore, Révolution sur le plateau hier, voilà, qui a offert 500 000 francs. Nous avons le chanteur camerounais Faniko qui a offert aussi 500 000 francs. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que Priscille va revenir sur cette affaire-là. Donc, juste lancer un appel à toutes ces personnes-là qui aiment Abobolé, qui ont connu Abobolé. Il y a une soirée qui sera dédiée à Abobolé pour récolter des fonds très prochainement. Donc, on y reviendra. Voilà. On va partir avec Talo Junior qui a posté une photo sur Instagram. Donc, comme vous voyez sur la photo, Talo Junior Ima, bonne et heureuse année 2017, santé, prospérité, longévité. Il m'a un cœur et il m'a l'émoticône d'un bébé.
Ah, je vois plus. Et de nouvelles... Et que de nouvelles, de bonnes nouvelles pour cette nouvelle année. Baby Boy, Wifey. Donc, est-ce que la copine de Talo Junior serait enceinte? La question reste posée. En tout cas, si c'est le cas, félicitations aux footballeurs. Beaucoup de bonheur et je pense que c'est sa wife derrière, elle est très belle. Beaucoup de bisous à vous et on attend la bonne nouvelle en tout cas. On va partir avec Kalou Nio qui a eu la projection de sa série documentaire ce week-end. Franchement, moi, je voyais les footballeurs comme tout le monde d'ailleurs. Je me disais, waouh, la vie de rêve, tout se passe bien, c'est le luxe, du matin au soir, c'est parfait. Après avoir regardé ce documentaire-là, franchement, je l'ai vu carrément autrement. Je me suis dit, c'est pas évident déjà de partir loin de sa famille, peut-être à 15 ans, rester dans le froid, des entraînements, quel que soit le temps, la pluie, la neige, le soleil, s'entraîner, la famille loin et tout. Franchement, je vous invite à regarder ce documentaire-là parce qu'il va vous faire changer la façon de voir les footballeurs en tout cas. Bien évidemment, nous avons eu le lot d'invités qui s'étaient trompés de soirée, c'est-à-dire projection qui se ramène avec des robes de soirée, projection au cinéma, robe de soirée. Je ne veux pas citer de nom. Ils se reconnaîtront. Ok, nous avons eu la crème d'Abidjan, la crème des people et tout. Drogba était là. Monsieur Joseph Fonjou était là, voilà. Moi, j'y étais, bien sûr. Après, je fais partie de la crème. Nous avons eu Claire Bailly, c'était mon coup de cœur de cette projection-là. Je ne sais pas si la régie est d'accord pour qu'on voit Claire Bailly, son manager. J'aimerais qu'on ovationne. Merci. Et nous avons aussi eu Awa Sanogo. On ne sait pas trop d'où elle venait, mais bon, elle était là quand même. Si la régie est d'accord. D'accord, la régie n'est pas d'accord. Voilà, nous avons Awa Sanoko. Notre top modèle. Top modèle ivoirien, voilà. On ne sait pas trop d'où elle venait, mais bon, elle était là quand même. Voilà. Nous allons terminer avec Baby Philippe. C'était mon coup de cœur de l'année 2016. Voilà, Baby Philippe et son bébé. C'était mon coup de cœur de l'année 2016. Beaucoup de bonnes choses pour Baby Philippe, en tout cas. Beaucoup de positivité, beaucoup de gentillesse. Voilà, les gars de Baby Philippe. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, Caroline. Merci infiniment. Alissa Zena, nous allons faire un peu de littérature à présent. Littérature, on en a fait un peu quand même dans la première partie de l'émission. Et le Brésilien, il va bien. Le Brésilien, le seul de la famille. C'est le grand frère de notre invité. Je viens de l'apercevoir. Vous allez bien? Il peut se lever pour qu'on le voit. Vous allez très bien? Ouais. Il est aussi brillant que sa sœur. Hein? Voilà, c'est de famille. Alors, je le disais un peu de littérature. Point d'interrogation, mais le point, il est écrit de façon très différente. On aura l'occasion de savoir les raisons. Et si Kelly, Yeni Didi, Malika Ouattara, Cédric Marshall Kissi, Yann Aka sont donc les auteurs de cette œuvre. Et si Kelly, écrivaine et animatrice culturelle ivoirienne, initiatrice et promotrice des rencontres littéraires, Yeni Didi, blogueuse, scénariste, Malika Ouattara, on va dire l'une des plus jeunes plumes de la littérature ivoirienne. Elle est étudiante en communication. Cédric Marshall, il a été distingué plusieurs fois prix littéraires nationaux et internationaux, dont le prix RFI, le prix Zadi Zaourou et j'en passe. Yann Aka, écrivain, éditeur, chroniqueur littéraire dans la presse écrite, animateur radio de l'émission Bien-être littéraire. Eh bien, je m'arrête là. En tout cas, ce sont des cerveaux qui sont parmi nous. Bonjour. Bonjour Caroline. Et bienvenue sur notre plateau. Ça me fait toujours plaisir quand je suis en face ou à côté d'une génération consciente et consciencieuse. Ça fait vraiment plaisir. Alors, je posais la question avant de vous annoncer, point d'interrogation. Pourquoi point au lieu de P-O-I-N-T, on a P-O-I-N-G-S? Pourquoi? Lorsqu'on prend un livre tout vous de suite, d'accord, c'est Cédric Marshall Kissi, écrivain et poète. D'accord. Quand on prend un livre tout de suite, le titre du livre, c'est en quelque sorte la carte d'identité de ce livre. Tout à fait. Et donc, il faut que le titre puisse marquer le lecteur. Voilà, donc c'est déjà le premier élément qui a motivé le choix de ce titre. Et en plus de cela, c'est écrit point d'interrogation parce qu'en réalité, il y a deux mots qui sont superposés. À la fois le point, P-O-I-N-T-S,
et le point, c'est-à-dire avec GS, pour signifier le coup de poing. Voilà, donc en mettant ensemble ces deux choses, c'est une manière pour nous de montrer à quel point la violence de nos interrogations est charriée par ce livre. Et donc, au-delà de ces interrogations, c'est notre manière à nous de nous interroger sur notre société, la société ivoirienne, et par-delà elle, la société mondiale. Est-ce que vous pointez en quelque sorte du doigt toutes ces violences auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés? En effet, c'est exactement cela, parce qu'aujourd'hui, l'écrivain, en tant qu'observateur, il se doit de donner son mot, de dire son point de vue sur la société. Bien évidemment. L'idée est venue comment? De pouvoir se mettre à 5. J'ai vu des co-auteurs, maxi 3, je ne sais vraiment pas s'il y en a un peu plus. 5 personnes, 5 jeunes décident de se mettre ensemble pour sortir une œuvre. Comment l'idée est venue? En fait, je suis Yanaka, je suis l'éditeur de cette œuvre et j'ai beaucoup travaillé modestement dans la promotion de la littérature en Côte d'Ivoire. Et cela m'a donné l'avantage d'avoir lu à peu près tous les jeunes écrivains ivoiriens, on se connaît presque tous. Et j'ai remarqué un peu ceux qui avaient une plume, qui se rapprochaient un peu plus de la perfection. Et je les ai tout de suite réunis. Et puis on a fait ce livre. Vous allez voir que dans la biographie, il y a certains qui ont été distingués à des prix littéraires. Yeni Djidji, médaille de bronze au jeu de la francophonie. Cédric qui a plusieurs prix. Et Sikeli qui a une très belle plume. Et puis Malika aussi. Alors c'est comme ça que l'idée m'est venue. Mais je veux dire, avec toutes ces valeurs, on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus consistant. Je veux dire, pour 5 personnes qui écrivent, on se dit il y a forcément de la matière. Est-ce que c'est à dessein que vous avez fait ce livre dans ce format? Le plus important, c'est le message qui est véhiculé à l'intérieur. Et ce message, il dit quoi exactement? Il parle de plusieurs thèmes. Je vais laisser Sikeli qui va mieux parler des différentes thématiques abordées. Allez-y. Alors, je suis Sikeli, je suis aussi auteur et j'ai écrit avec eux cet ouvrage. Comme il l'a dit, l'important, ce n'est pas le volume, en fait, c'est la qualité de ce qui est écrit. Et le point d'interrogation, c'est pour nous l'impact que chaque chose qui se passe dans la société a sur nos vies. Alors, on a visé sur la qualité, c'est un recueil de nouvelles. Le style de la nouvelle est censé être court, mais c'est censé être un style littéraire qui véhicule énormément de choses. Et dedans, on parle par exemple de l'impact de la grève, de petits éléments qu'on a dans la vie quotidienne et qui, à la fin de la journée, va modifier toute une vie. Merci. Et merci voilà. beaucoup. Alors, ce que je vais faire de façon très exceptionnelle, je vais vous demander de rester sur le plateau. On n'a plus beaucoup de temps, sinon elle ne fera pas sa chronique. Donc, elle fait sa chronique et puis, s'il nous reste encore du temps, on reviendra au livre. D'accord. C'est bon? Méliane Cuny, on vous retrouve tout de suite. Je vise moi jamais tout près. On travaille tout le temps parce qu'on sait que l'avenir se construit maintenant. Vous savez pourquoi je suis contente? J'ai retiré 10 000 francs par Move Money et j'ai gagné 25 000 francs. Qui va négliger ça là? C'est pas moi d'air. Et tu as bien raison, Adrienne. Du 17 décembre 2016 au 14 janvier 2017, vos retraits d'argent par Move Money vous font gagner gros. Retirez au moins 10 000 francs et tentez de gagner 25 000 francs CFA chaque semaine. Rendez-vous dans un point de vente Move ou Move Money pour effectuer vos retraits et profiter. Move, no limit. Et on va rester dans cette logique de conscientiser, de tirer sur la sonnette d'alarme. On va parler des pétards qui, parmi nous, pendant ces périodes de fête, jusqu'à présent, n'ont pas été réveillés par des bruits et tout, des pétards. Il n'y en a pas. Tout le monde a constaté qu'il y avait des pétards un peu partout en ville. Mais ce qui m'a choqué, moi, personnellement, c'est que ces engins-là sont manipulés par des enfants. Des enfants dont l'âge varie entre 7, 5 parfois, et 12 ans. Les enfants ont des explosifs et c'est dangereux. Excusez-moi, mais les parents qui encouragent les enfants, ah, c'est la fête, laissez les enfants faire. Excusez-moi, c'est à ne pas faire. Désolé. Ben, vous exposez vos enfants non seulement à des risques point de vue santé, parce qu'avec les pétards, on a des lésions auditives, parce qu'il faut être à 10 mètres de l'engin. Mais nos enfants, ils sont là juste devant. Il y en a même qui l'utilisent comme... Ils attrapent comme ça juste pour exploser, ou il y en a qui l'utilisent comme des cigarettes. Voilà. Donc, il faut éviter de laisser nos enfants jouer avec ces explosifs. Sinon, après, un pétard peut bousiller la main. J'ai vu des enfants qui ont eu des mains blessées, des pieds. Et ce qui est dangereux, c'est que ces enfants s'amusent. Pour eux, c'est la vie. Ils sont innocents. Ils allument les pétards, ils lancent dans des véhicules. Donc, imaginez le conducteur en train d'essayer de se débattre. Vraiment, c'est à ne pas faire. Je vous en supplie, les parents. Évitez de laisser nos enfants jouer avec des éléments dangereux. Vous avez vu que même pour les feux d'artifice au niveau du gouvernement,
on a sécurisé les ponts, on a évité l'accès et tout. Ça. Parce que même les feux d'artifice qui sont moins dangereux, on met des barrières de sécurité. Donc, imaginez-vous les pétards et les explosifs. Vraiment, évitez ça. Évitez de laisser vos enfants manipuler des explosifs. Merci. C'est mon point d'interrogation. Voilà, son point d'interrogation. Et puis, la fête est quand même terminée. Merci beaucoup, Méliane Puni. Merci à vous. Il est disponible en librairie, n'est-ce pas? Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres projets qui se cachent derrière. Vous me l'avez dit. Donc, voilà, notre émission est terminée. Je voudrais saluer des personnes fidèles, des fidèles téléspectatrices. Malika Koulibaly, joyeux anniversaire. Et aussi à Marianne Oku, joyeux anniversaire. Elles sont charmantes. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain à partir de 12h pour un autre C'est Midi, forcément aussi édifiant et distractif. Merci de nous avoir suivis. À demain. Au revoir.